to be with my three good companions, just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Mon invitée, vous la connaissez, elle était venue nous parler du livre Sophie Filière, L'endroit de l'envers. Je le montre, il était à côté de moi, édité chez Play Society. Et d'ailleurs, tout de lien se trouve dans le descriptif de la vidéo concernant ce livre. Charlotte est de retour pour nous parler d'un cinéaste important dans l'histoire du cinéma. D'une ressortie de 3 films. On est un peu en retard chez Microciné parce que ces 3 ressorties datent du 6 novembre donc de cette année, mais les films sont disponibles en DVD et certainement aussi peut-être dans certaines salles. Il faut juste regarder. Et d'ailleurs, je remercie Thierry Vidot pour l'aide apportée à la conception de cette émission. J'arrête la surprise. C'est les 3 films de Max Ophuls. Sans lendemain, qui est un film de 1939, Le plaisir, qui est un film de 1952, et en 1953, il réalise Madame 2. Le dernier film est avec Daniel Darieux, Le plaisir avec une pléthore de comédiennes et de comédiens. C'est un film à sketch, ce qu'on appelait, c'était une adaptation de 3 nouvelles de Maupassant. Et puis Sans lendemain, qui est on va dire, c'est un film qu'on évoque rarement, à tort, et ça, on va peut-être en parler, et qui est un film avec Edwige Feuillère. Bon, déjà, bonjour Charlotte, comment allez-vous? Bonjour, ça va très bien. Tant mieux. Alors, c'est une question peut-être très basique, c'est vrai, mais là, pour le coup, je pense que ça serait bien de contextualiser un petit peu Max Ophuls parce qu'il n'est pas forcément lié qu'à une certaine période de l'histoire du cinéma français qui serait peut-être les années 50 et un peu 60. Non, non, c'est beaucoup plus complexe que ça, Max Ophuls. Donc, qui est ce monsieur? C'était un Allemand, mais qui a énormément voyagé. Alors par force, hein, il s'est exilé en 1933 avec la montée du nazisme. Il était juif. Il est Ouais. passé par l'Europe longuement, l'Italie, la France, heureusement, heureusement pour nous. Et puis ensuite, il s'est exilé à Hollywood. Là, dans les ressorties, il n'y a pas Lettre d'une inconnue, mais à mon avis, c'est l'un de ses plus grands films, ce film de 1948 avec Joan Fontaine, qui à la fois reste très Ophuls, mais en même temps, on a l'impression qu'à Hollywood, il a tout compris. Enfin, il a pris tout ce qu'il y avait déjà à Hollywood, à savoir le côté female gothic avec Rebecca et compagnie, quoi. Ouais. Mais voilà, il l'a ramassé dans un film formidable dont l'action se situe à Vienne, ce qui a fait qu'après on a dit Max Ophuls, son style, c'est de la pâtisserie viennoise, alors qu'il n'est pas du tout viennois et c'est pas du tout un cinéma ornemental. On va peut-être y revenir. Voilà, donc il a fait plusieurs films très importants à Hollywood et puis effectivement en revenant, il fait des films également très importants dans les années 50. Jusqu'à finir avec ce film extraordinaire, fou, enfin, pour le coup complètement baroque, qui est Lola Montes en 1955, tellement mal reçu que d'une certaine façon, on peut dire qu'il en est mort. Enfin, il est mort 2 ans plus tard, mais voilà. Film en couleur et qui, à un moment, va ressortir. Mais je pense que les gens ont peur de le ressortir parce que c'était un four et qu'il est un peu hors norme. Oui, mais les générations ont changé, elles regardent, elles voient mieux. Mais en tout cas, je rappelle juste, je me permets, hein, en plus j'avais oublié de dire que vous êtes rédactrice en chef adjointe au Cahier du cinéma, donc ce que je vais évoquer ne va, à mon avis, ne va pas vous embêter. Il y a un magnifique, magnifique, magnifique texte de François Truffaut sur Lola Montes que je recommande vivement. On parle très rarement du critique de cinéma Truffaut. Ouais, il était très, très bon. Et le texte est extraordinaire, surtout sur le rapport au son. Vraiment, lisez-le parce que c'est assez impressionnant. Je referme cette parenthèse. Oui, alors, Ophuls, question super provocatrice, est-ce qu'il était pris au sérieux Est-ce que c'était un cinéaste dans l'ensemble qui était pris au sérieux? J'ai l'impression que si vous posez la question, vous pensez que non. Et qu'il a été sous-évalué. Je pense que de toute façon, faire des mélodrames, c'est mal. On a beau dire, ça a toujours été plus ou moins mal vu, en tout cas minimisé par une grande partie de la critique. Là, en l'occurrence, c'est pas parce que je travaille au Cahier, mais on peut dire que les Cahiers se sont pas trompés. Ouais. Il est arrivé dans l'histoire qu'il se trompe, mais pas sur Ophuls. Ils ont très bien perçu l'importance de ce cinéaste, mais est-ce que ce serait pas parce qu'il a fait entre guillemets des films de femmes, y compris en Allemagne, hein, Liebelei,
que tout ça a pu être méprisé d'une certaine façon. C'est-à-dire le mélodrame comme étant un genre, comment, un tearjerker, un genre tire-larme, ou réservé à un certain segment du public. Je ne sais pas. Alors, comme on n'y était pas, voilà, c'est un peu difficile aujourd'hui. Mais même encore aujourd'hui, il vaut mieux pas prononcer le mot de mélodrame si on veut rester ensemble avec tout un segment enfin tout le monde, quoi, avec tout le public potentiel. Si on commence à parler de mélodrame, tout de suite, il y a des questions de genre, cette fois-ci au sens sexe, quoi, qui rentrent en compte. Et d'ailleurs, au fond, moi, je pense que, bien sûr, il a apporté énormément au genre du mélodrame cinématographique, on va peut-être en parler, Oui. mais que lui ne considérait pas ses films avant tout comme sous l'angle du genre. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Vous avez vu... Non, il a sans doute été... bon, voilà, pour résumer, j'ai dit qu'il en était mort. Donc, c'est quand même assez fou, quoi. Un peu peut-être comme Jacques Becker avec Le Trou, mais ça, c'est une autre histoire. Vous dites rester ensemble, c'est très amusant parce que j'ai l'impression, quand je vois ces films ou quand je les revois, il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est-à-dire, il y a le récit, il y a les personnages, dont souvent ce sont des personnages féminins qui occupent une place prépondérante, une place particulière, et parce que le récit le dit aussi. Et puis, il y a lui, Ophuls, c'est-à-dire la mise en scène. Et on a souvent caractérisé le style ophullsien, surtout dans ses derniers films, par les plans séquences, ou alors des travelling, ou alors des choses héroïques dans la mise en scène. Et j'ai l'impression qu'il y a cette idée de rester ensemble. Le récit, le personnage et le côté circulaire, mise en scène, plan séquence ou autre. Il y a un Ouais. truc de ce genre-là. C'était pas prévu cette question, c'est vous qui me la donnez Non, là mais pour c'est le coup. intéressant parce qu'on a presque l'impression que, disons, le public que nous, là, on est en train de critiquer, donc une certaine partie des gens qui veulent pas vraiment faire rentrer Ophuls dans leur champ les grands cinéastes, les vrais cinéastes et tout ça, on a l'impression qu'ils parlent comme le mari de Madame II, donc le général II, joué par Charles Boyer, qui dit à un moment à son épouse, personnage très fort, hein, pas du tout une espèce de type qui sert à... C'est pas une cheville du récit, hein, le personnage du mari. C'est un personnage très, très important et qui a un charme, qui a un vrai... enfin bon, qui a une stature importante et qui lui dit « Attention, Louise, le malheur s'invente ». Il lui dit ça parce qu'il voit qu'elle commence à partir dans des délires amoureux et qu'il ne va pas pouvoir la retenir et que ça va devenir quelque chose de tragique. Et on a presque l'impression que c'est le mauvais public qui parlerait ou la mauvaise critique qui parlerait à Max Ophuls en disant attention, glisse pas sur la pente du mélo. Voilà. Or, voilà, donc cette idée, alors j'aime bien votre idée disons, de la forme circulaire, hein, on peut dire des volutes de la caméra, du côté rond même de certains décors, hein, ce sera le cirque dans Lola Montes, mais c'est déjà la forme du bordel, de la maison close, du plaisir, du segment central du plaisir, où il y a deux entrées, une pour les pauvres, une pour les riches, mais si on fait le tour, on finit par se retrouver à l'autre entrée. Donc cette circularité, évidemment que c'est un motif central et des mouvements de caméra et des décors et surtout des récits d'Ophuls. Et j'aime bien votre idée de dire, mais est-ce que ce ne serait pas aussi un motif de la réception, de cette idée que est-ce qu'on peut encore voir les mêmes films ensemble, disons, après-guerre quand on sort du moment années 30, où là, on a l'impression que le cinéma était encore quelque chose pour tout le monde, et voilà, bon, bah, la guerre est passée par là, pour lui, l'exil, Hollywood, etc. Est-ce que c'est encore possible de voir ces films sans étiquette de genre, sans... Bien sûr que oui, et en même temps, il faut peut-être dire, enfin, en tout cas, moi, là, en revoyant Sans lendemain, et puis en voyant les films du début des années 50, c'est très étrange l'impression, enfin, en tout cas la mienne, que les films des années 50 se font avec les gens des années 30. Vous voyez ce que je veux dire? On a l'impression, on a l'impression qu'il fait du cinéma de Renoir des années
des années 30. Et alors, je me suis dit, mais pourquoi j'ai cette impression, alors que j'avais déjà vu les films du début des années 50. C'est pas seulement parce que c'est en noir et blanc, alors qu'à la même période, Renoir fait French Cancan, en revenant, lui, en France, et en couleur, et combien en couleur. C'est pas seulement ça, c'est parce qu'en fait, il a les mêmes techniciens qu'il avait déjà quand il était en France à la fin des années 30 pour Sans lendemain, c'est-à-dire Christian Matras à la caméra et Jean Daubonne au décor. Et par exemple, ces deux techniciens, ce sont des techniciens avec qui Renoir a travaillé. Et c'est pas rien, je veux dire, c'est pas juste c'est des chefs de poste, c'est des gens qui fabriquent le film. Donc, ça m'a frappé là cette fois, mais ça existe peut-être dans la littérature sur Ophuls, je ne la connais pas complètement, mais ça m'a frappé la proximité entre le Renoir, en particulier Renoir des années 30, et Ophuls, y compris dans les années 50. Donc est-ce qu'il n'y a pas aussi une forme de décalage un peu étrange? Décalage, comme parfois on peut trouver un décalage dans le son, comme disait Truffaut dans Le Lamentès. Mais c'est marrant quand vous parlez du général 2 qui dit à Louise, donc le bonheur s'invente. Le malheur, Euh, le malheur. le Mais malheur, c'est un pardon, lapsus le intéressant. bonheur. Non, alors là, mais parce que c'est ça que je voulais vous dire. Je voulais parler du bonheur. Oh là là, c'est terrible. Le malheur s'invente, mais j'ai l'impression que tous les films de Fools essayent de contredire ça. Et ce qui est encore mieux, c'est que comme les films ressortent maintenant, là j'ai envie de vous dire, c'est l'année 2024 qui contredit ce général en disant non, c'est la vie, le bonheur et la vie se réinventent parce que quand on voit Son lendemain, Evelyne, l'histoire d'Evelyne, c'est exactement ça. Le personnage de Madame 2, il y a de cela aussi. Et puis il y a le plaisir, ne serait-ce que le premier segment, ce personnage âgé qui essaie de se réinventer constamment avec ce plan séquence, une ouverture qui est peut-être l'une des plus belles ouvertures que j'ai vues dans l'histoire du cinéma tout court. Et est-ce qu'il y aurait aussi un peu de cela? Comme ça nous permet aussi de parler des trois films, dont surtout Sans lendemain, qui est un film extraordinaire pour celles et ceux qui ne l'auraient pas vu. Oui, alors je crois que ce que vous voulez dire en remplaçant le malheur par le bonheur, mais peu importe, le bonheur comme le malheur s'invente, donc le personnage, et souvent c'est une héroïne, se fait des films C'est des films. constamment et porte des masques. On peut d'ailleurs penser à ce début du plaisir avec la petite. Ce qui est intéressant dans le plaisir, c'est que les trois segments n'ont pas du tout la même longueur. Et que donc au milieu, il y a ce côté pseudo-solaire de l'aventure campagnarde d'un groupe de prostituées et leur mère maquerelle qui les emmène à une communion à la campagne, et dont d'ailleurs s'est inspiré Bertrand Bonello quand il a fait l'Apollonide, hein, cette idée d'aller de déplacer comme ça ce groupe de prostituées très urbaines. Bon, il y a ce segment dont on se souvient, et du coup, on a tendance à un peu oublier le début et la fin, qui sont deux autres nouvelles, le modèle à la fin et le masque au début. Et c'est vrai que le masque, c'est un type qui arrive à se garder une jeunesse, c'est une sorte de Dorian Gray vivant, qui arrive à se garder une jeunesse parce qu'il sort en boîte de nuit tous les soirs avec un masque, comme pas un masque de cire, mais un masque d'homme jeune. Et en fait, le corps ne suit pas, c'est-à-dire qu'à un moment, il tombe d'inanition, et il est ramené chez lui, et le médecin qui le ramène chez lui constate que c'est un masque, il doit vraiment physiquement découper le masque pour ouvrir, etc. Donc, et il dit qu'il a pris une leçon en voyant ça, et la leçon, c'est aussi que le type est marié et que sa femme l'aime aussi pour ça, d'une certaine façon. Donc ces personnages qui portent des masques, oui, ils peuvent dire que leur bonheur s'invente, qu'ils sont en train de s'inventer des vies, des possibles, des prolongements de vie en faisant tout ça, sauf qu'en réalité, on pourrait dire l'inverse, on pourrait dire, en fait, ils ne s'inventent pas dans la mesure où le masque, à un moment, on finit toujours par étouffer dessous. Ah oui, Donc, oui. Donc, c'est pareil d'une certaine façon dans la ronde des boucles d'oreilles en forme de cœur dans Madame 2, ces fameuses boucles d'oreilles qu'elle vend au début en mentant à son mari en disant qu'elle les a perdues, et puis il y a toute la ronde de l'objet, hein, on dirait vraiment, alors Lubitsch, on dirait vraiment à Lubitsch, cette circulation comme ça des objets. Eh bien, d'une certaine façon, ces boucles d'oreilles, elles sont
elle cristallise le désir, même le désir vraiment sexuel de cette femme. Il y a quelque chose d'obscène. Plus on avance dans le film et plus on s'aperçoit qu'elle voue à ce bijou un culte qui n'est pas seulement dû au fait que pour la deuxième fois où elle se les fait offrir, ce sera son amant et non plus son mari qui les lui offre. Il y a vraiment quelque chose, oui, d'obscène. Enfin, je ne sais pas, dans le rapport qu'elle établit avec cet objet. Donc, les masques, les costumes, les objets transitionnels, en fait, ils sont toujours sur le bord de nous trahir, je dirais. Quand on les utilise et quand ils nous aident à tenir en tant que sujet, en fait, assez vite, le masque tombe, le truc glisse. Voilà, il y a quelque chose qui n'arrive pas à... Donc, dans un sens, on pourrait dire que c'est le contraire de la réinvention de soi qui serait le principe narratif des comédies musicales. Je veux dire, la comédie musicale, c'est absurde de passer à un moment chanter et danser. C'est complètement invraisemblable par rapport à la réalité, sauf que quand ça se produit, ça marche. Et que le personnage, de numéro en numéro, vraiment, il se réinvente. Et vraiment, il trouve l'amour. Et vraiment, il y a une formation du couple en même temps qu'une initiation, souvent du héros masculin d'ailleurs, à l'amour et au travail et tout ça. Donc ça marche, je dirais. Ce qui prend dans la comédie musicale reste à l'état un peu spectral ou un peu de squelette dans les mouvements tournoyants, les mouvements et surtout la valse qui est... de Ophuls. La structure est bien là, à la fois l'intention de réinvention de soi et ce côté tourbillonnant, et en même temps, on voit bien que la circularité, elle est quand même très, très piégeante. Est-ce que Evelyne, dans son lendemain, il y a aussi ce rapport à la réinvention ou c'est peut-être Oui. différent comme vous le dites? Alors, Evelyne, c'est une prostituée qui, au début, est coincée justement dans ces masques qu'elle trouve complètement dérisoires. Pour donner un exemple, elle travaille dans un cabaret dans lequel elle personnifie, dans mon souvenir, l'hiver. Et en fait, c'est une femme nue sous une fourrure blanche. Voilà, et puis elle tombe le manteau, j'imagine, tous les soirs. Voilà. Donc c'est un truc de striptease mais c'est très routinier en fait pour elle, et on voit qu'elle est déclassée, qu'elle fait ce métier, mais qu'elle a eu d'autres vies, qu'elle a eu une autre vie avant. Et en fait, le film va quand même, avec l'arrivée de son amour de jeunesse, qui ne sait pas qu'elle est tombée dans le cabaret, voire plus, elle va avoir une nouvelle chance en fait de se jouer, de se montrer, de créer un petit théâtre dans lequel elle serait une bourgeoise en fait, une bourgeoise séduisante, déjà mère d'un enfant, mais justement en pleine maîtrise de sa maison, de son foyer, etc. Et donc elle loue un appartement et elle joue à la bourgeoise dans cet appartement. Donc là, il y a la possibilité d'une parenthèse où elle pourrait changer de vie et séduire cet homme à nouveau, etc. Sauf que, évidemment, on ne va pas tout dévoiler, mais évidemment, ça foire lamentablement. Et j'aime bien, le film est très cruel quand même, mais sa cruauté passe par... le côté un peu sale du cinéma années 30 français, dans ce qu'il a d'un peu de ce que Renoir appelait, le cul des Brêmes, quand il voulait parler du quai des Brumes et tout ça. C'est-à-dire, Renoir avait beaucoup critiqué ce côté mélancolique, mais un peu complaisant dans le sordide de certains films des années 30. Alors que finalement, dans La Bête humaine, enfin bon, ça peut paraître un peu contradictoire, mais on voit quand même ce qu'il veut dire. Et je trouve que il y a quelque chose de ça dans le sordide de Sans lendemain, mais pas du tout là où on le croirait. Parce qu'au début, je ne sais pas si vous vous souvenez du générique de début de Sans lendemain, c'est que des enseignes lumineuses. Enfin, il y a un traitement quasi hollywoodien. C'est beau, quoi. Ce cabaret montmartrois de rien du tout, en fait, il est super, il est filmé de manière, il est complètement sublimé. Enfin, je trouve. Comme dans le cabaret du plaisir.
C'est comme Oui, dans c'est complètement virtuose, c'est grand auteur. magnifique. Il y a que des choses qui, enfin, on dirait Sternberg, quoi. C'est-à-dire, il y a que des voiles, des rideaux, c'est extrêmement élaboré. Et donc, c'est pas du tout un cliché de regarder le Montmartre sordide des pauvres, quoi, et des prostituées et tout ça. Donc, il joue pas du tout là-dessus. Mais par contre, à l'intérieur de Sans lendemain, cette parenthèse où elle loue elle se saigne, elle se compromet. Il y a quelque chose de faustien. Elle se compromet pour trouver l'argent pour louer cet appartement dans le 16e arrondissement. Et en fait, c'est cet appart qui est complètement lugubre. C'est-à-dire qu'en fait, ça devrait être une scène où elle joue la bourgeoisie et où ça explose de lumière, d'aise et tout. Et en fait, pas du tout. Elle a une bouteille de vin que son ami arrive à dégoter. Enfin, il y a quelque chose de minable à l'intérieur de cet appartement trop grand et qui finit par ressembler à un tombeau. En fait, on voit que c'est comme un décor qui aurait été mal complété faute d'argent. Évidemment, tout ça est volontaire, hein, mais je trouve ça hyper malin, rusé, astucieux d'avoir situé le sordide là plutôt que de le situer dans une représentation assez convenue du Montmartre pauvre, des cabarets, quoi. Dans les 3 films, dans ces 3 films-là, c'est-à-dire Sans lendemain, Le plaisir et Madame 2, tout ce qui est lié au décor, aux pièces, aux accessoires, tout vous dit, c'est très élaboré pour reprendre vos termes. Est-ce que c'est très élaboré pour que on sente la présence de la caméra? Et on revient à Ah ce que vous oui. disiez au début au début de l'émission, pardon, le cinéma ornemental qu'on aurait pu, peut-être lui, est-ce que, à l'instar d'un Renoir où il y a mise en scène, ça se discute absolument pas, mais j'ai l'impression que chez, Ophuls, on la sent la caméra, on sent sa présence, ne serait-ce que dans la manière qu'il a de tourner autour du pot, autour des personnages ou du récit. Est-ce qu'il y aurait de cela chez lui? Oui, mais chez Renoir, c'est moins voyant, et du coup, on se souvient de certains mouvements de caméra parce que quand elle commence à tourbillonner dans la règle du jeu, au moment de la danse macabre, qui se répand comme ça dans toute l'assistance, Mmh. du coup, on le remarque, quand tout à coup la caméra devient plus mobile, qu'il y a un emballement, on peut dire un emballement du récit, des rapports entre les personnages, et cetera. Donc il y a quelque chose de dosé chez Renoir, dosé, pas avec l'apostrophe, mais DOSE, Mmh. qui fait qu'il y a différentes vitesses et c'est ça qui est beau et c'est ça qui crée quelque chose dramaturgiquement de très fort. Chez Ophuls, on a l'impression que ça tourne toujours. Ça tournoie dès le début, on le disait, avec Sans lendemain, dans ce truc très élaboré. Dès le début aussi du court segment qui s'appelle Le Modèle, dans Le Plaisir, où on a aussi un atelier Montmartrois, donc de peintres un peu bohème, mais en fait, il est filmé de telle manière qu'on a l'impression qu'il y a des cloisons, des rideaux, des mousselines, enfin, c'est magnifique. Donc, au risque de l'ornemental. Mais effectivement, je ne crois pas du tout que c'est ornemental, puisque tout est lié d'abord à l'empêchement, hein. On peut dire que mettre des obstacles entre la caméra et la personne filmée, bah, malgré tout, c'est aussi un encombrement qui va être thématisé dans les récits, dans la façon dont les gens sont empêtrés dans quelque chose, dans le malheur qu'ils se sont inventés, d'une certaine façon. Donc il y a une très grande cohérence entre la valse à la fois envoûtante, parce qu'on ne l'a pas dit, mais dans Madame 2, quand il y a ce grand moment de montage assez audacieux quand même au début des années 50, où Donati, l'amant, joué par Vittorio De Sica, et Daniel Darieux, Louise, valse, il y a un montage avec des ellipses où ils se voient un jour en disant « Ah, 4 jours sans vous, puis 24 heures sans vous », et à chaque fois, ils redansent ensemble. Donc, c'est pas une seule valse, c'est plusieurs, mais que le montage voilà, met ensemble en accolade, comme ça. Toute cette circularité-là, elle construit quelque chose. Elle construit le piège, justement. Elle se referme sur les personnages. Et l'exemple le plus fort, ce serait sans doute le retour de ces boucles d'oreilles jusqu'à la fin, jusqu'au moment où elles sont déposées sur l'autel de l'église par Madame 2. Mais donc cette circularité, elle est jamais gratuite. Elle est leur histoire en train de s'écrire. C'est-à-dire à la fois le tourbillon et à la fois le piège.
Bon, c'est aussi très, très thématisé dans La Ronde, bien sûr, hein. Alors ça peut être presque un peu trop, justement, un peu trop cohérent, de comparer le fait qu'on raconte une histoire, et de dire: «Voilà, l'histoire, elle est circulaire, donc ça va être la structure, ça va être un manège, le manège de la vie, des amours et tout ça». Est-ce que ça, c'est pas une représentation trop solide, justement, de ce phénomène de la reprise ou de la spirale qu'on trouve, notamment dans les mélodrames? C'est plutôt ça. Je pense que c'est plus nuancé, chez Renoir, d'une certaine façon. 3 films donc de Max Ophuls, Sans lendemain, Le plaisir, Madame 2, qui sont ressortis en salle depuis le 6 novembre. Il faudrait vérifier s'il y a encore la possibilité de les voir. Mais par contre, les films, je crois, même pour Sans lendemain, il faudrait vérifier ça, sont en DVD où vous pouvez les trouver. Donc, n'hésitez Ouais, pas. et juste une petite chose qu'il Mais faut je vous en prie. peut-être signaler, c'est que maintenant, quand il y a des ressorties de patrimoine, alors c'est restauré, hein, la plupart du temps, les salles ont tout loisir de continuer à les faire circuler pendant longtemps. Donc en fait, nous spectateurs, quand on est en province, quand on est, en fait, c'est pas parce qu'il y a une date de ressortie que ça dure 15 jours ou 3 semaines ou 1 mois. En fait, ça veut dire que, les droits sont achetés et sont par un distributeur, et donc en fait, il est tout à fait possible, de demander, à sa salle, que ce soit programmé. Enfin, c'est bête à rappeler, mais ça Non, veut non, mais dire la vous avez raison. disponibilité de ces films, et c'est important parce que Sans lendemain, par exemple, il a pas c'est vrai qu'il n'a pas été, tellement vu, il n'a pas été accessible, et puis, si ça marche, bah, peut-être qu'il y en aura d'autres, d'Ophuls, qui vont ressortir. Donc c'est important d'y aller, et puis surtout, ce qu'on n'a pas dit, mais qui est évident pour nous, mais en fait, en particulier, je crois que c'est vrai pour les films d'Ophuls, on parlait des boucles d'oreilles. Son travail sur le détail, les objets, les gants, les tous les objets, féminins et tout ça, là encore, qui n'est pas du tout seulement ornemental. Il y a un vrai, plaisir lubitschien, hein, de ça, de ces accessoires, qui sont en contact avec la peau, avec l'intimité du corps, du désir et tout ça. On les voit jamais aussi bien que quand on les voit sur grand écran, parce qu'il y a vraiment des détails, des choses qu'on ne voit pas littéralement, quand on les regarde sur petit écran. Donc c'est pas là, c'est presque un truc, des sens. Il faut les voir en grand, c'est sûr. Bon, le message est lancé. En tout cas, vous avez entièrement raison. Merci beaucoup, Charlotte Garçon, d'être Merci à revenue. Et c'était toujours, c'est toujours un plaisir. Merci à vous beaucoup. Merci. Merci. Up arrive in the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle, pony and me.